Salut à tous, bienvenue. Si vous vous intéressez à ce phénomène dont tout le monde parle, l'Alia, et dont on parle beaucoup ici à Studio Kalita, eh bien peut-être que vous serez passionné par ce documentaire de Juifs à Hébreux, réalisé par un journaliste, documentariste pour le coup, un ancien de France Culture, un journaliste qui travaille beaucoup avec Academ. Ici présent, il s'agit d'Antoine Mercier, qui n'est pas venu seul, il est venu avec une de ses interviewées. Elle s'appelle Nathalie Ohana. Restez avec nous, je suis sûre que ça va vous passionner. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors Antoine Mercier et Nathalie Ohana, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, on est ravis de faire la pause avec vous et de s'arrêter sur ce phénomène de l'Alia, des Juifs de France, voilà, qui a un peu bouleversé le paysage israélien, il faut bien le dire, parce qu'il y a du monde. On commence à être nombreux. C'est ça, le mot arrêté correspond bien en fait à l'idée que j'avais. Tout à fait. C'est-à-dire un arrêt sur image à un moment donné où tout le monde va très vite, tout le monde est concerné évidemment par un parcours de mutation importante quand on vient ici s'installer, que ce soit de France ou d'ailleurs, et on ne se rend pas toujours compte qu'on participe d'un mouvement collectif, c'est-à-dire qu'il se produit dans l'histoire aussi quelque chose en même temps que dans son histoire personnelle. On est remué, transformé, on est remis dans une réinitialisation identitaire, mais au niveau, si on ajoute tout cela, au niveau historique aussi, il y a sans doute quelque chose qui se produit, surtout au moment où, comme on le sait, la majorité des Juifs, de la population juive mondiale va se retrouver en Israël dans les 5 ans, et où donc c'est Israël qui va donner le là du judaïsme. Or, il se trouve que Léon Ashkenazi parlait de cette mutation d'identité de Juif à Hébreu, c'est-à-dire qu'il soutenait que l'identité juive était une identité provisoire, était une identité de l'exil qui est née au moment où le deuxième temple a été détruit et où les Juifs sont partis donc en galoute, en exil. Cet exil, avec cet événement considérable du retour du peuple sur sa terre, prend fin finalement, car on ne va pas plus pouvoir parler d'exil à partir du moment où la terre d'Israël existe et où le peuple d'Israël est majoritairement sur sa terre. Qu'est-ce que deviennent les Juifs qui ne font pas ce mouvement? Ça, c'est une question qui est posée aussi dans le film. En revanche, ceux qui font ce mouvement, qu'est-ce que ça signifie pour eux concrètement dans leur existence, cette mutation d'identité de juif à hébreu? Et qu'est-ce que c'est que finalement que l'hébraïté? C'est une grande question qu'on aborde comme ça, mais par des histoires personnelles, par des témoignages personnels. C'est ça, c'est que ce film documentaire, en fait, c'est un florilège d'interviews. Vous êtes partis à la rencontre de personnalités totalement différentes, des anciens, des gens qui sont là depuis longtemps, et puis des gens qui viennent de débarquer, qui viennent. Ça commence à faire un petit peu entre deux. Nathalie Ohana, qu'on connaît bien ici, qu'on a reçue à plusieurs reprises, qu'on apprécie énormément et qui est très active dans cette communauté française qui commence à prendre de l'importance et à s'organiser. Nathalie, vous avez participé, j'imagine, avec beaucoup d'envie à ce film. C'était un magnifique moment parce que Antoine, il a l'art en fait de donner envie de raconter le meilleur et le plus essentiel en fait de l'expérience de l'Alia. Et à son contact, j'ai moi-même réalisé énormément de choses au niveau de la transformation et du mouvement. Ça m'a d'ailleurs inspiré des articles pour mon blog. Et j'ai compris en fait en lui parlant à quel point moi aussi j'étais en mouvement, en grande mutation. C'est parfois un process qui est, comme il dit très bien, silencieux, aveugle. Et d'abord, en ayant visionné le documentaire, j'ai vu que j'étais pas la seule, donc je me suis sentie vraiment faire partie d'un tout. Mais rien que sur mon expérience à moi, j'ai réalisé qu'il y avait moi aussi une mutation d'identité. Oui, vous êtes assez touchante parce que quand il faudra aller voir le film pour le savoir et pour vous voir, mais vous dites, vous êtes sous votre olivier à Nana, et vous dites, j'ai fait ça, y est, je fais mon Alia, et puis à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ouais, en fait, ça fait énormément de bien de sentir que ce qu'on accomplit fait partie de presque un mouvement historique et que on fait quelque chose de grand. Parce que après l'enthousiasme et l'effervescence du début de l'Alia, il y a une retombée. Et on recommence à recréer une zone de confort, on recommence à justement arriver dans une quotidienneté presque un peu terre à terre. Et moi, j'ai besoin toujours qu'on me rappelle que ce que je réalise ici, je fais partie d'un mouvement qui est plus grand que moi.
Alors, c'était ça un peu votre motivation de montrer justement cette mutation identitaire, de montrer que c'est pas simplement un déménagement, on change pas simplement de région, de pays, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'était Manitou donc, qui avait théorisé cela. Et j'ai voulu simplement, disons, comme un expérimentateur, il y a un théoricien qui nous annonce quelque chose, et puis on va essayer de voir dans le concret si cette chose-là, on peut lui donner une forme, une manifestation. Donc c'est ça ma démarche, de vouloir étudier j'allais dire des spécimens de personnes pour leur demander comment ça s'est passé, pour voir effectivement ce qui avait bougé en eux. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est dans le rapprochement de toutes ces expériences, et il me semble qu'il en ressort une trame, si vous voulez, très nette. En très gros, c'est le fait qu'on s'en va pour différentes raisons, mais parce qu'on est pris dans cette évidence qu'il y a une terre pour les Juifs quelque part, et que donc on est pris dans ce mouvement. D'être le fruit des hasards historiques, c'est ça ? Voilà, que ce soit par l'antisémitisme, et ça, c'est pas uniquement ça non plus, malgré tout. Il y a aussi l'idée que ça fait lâcher prise, l'antisémitisme, mais c'est pas ça qui détermine forcément tout. Donc il y a cette phase de départ. Après, il y a cette phase d'arrivée où il y a ce très, très frappant, ce dénuement complet dans lequel on se retrouve. Nathalie a une théorie là-dessus que j'avais appelée la théorie des couches, c'est-à-dire qu'il faut enlever petit à petit toutes ces couches sociales qu'on s'est mises sur le dos et qui finalement à la fois était le symptôme de notre réussite en France et qui tout d'un coup devient quelque chose d'inutile en Israël dont il faut se débarrasser. C'est dur parce que ça fait partie de soi malgré tout, on l'a construit, on s'est appuyé dessus, etc. Donc il faut s'amputer, j'allais dire, de tout ce qui est inutile. Et on redevient comme ça un être à nu dans une société qui est quand même assez dure par ailleurs, mais où on est pris dans un autre mouvement collectif. Et c'est là où c'est très fort aussi, c'est-à-dire qu'on est embarqué dans une aventure nationale sans trop savoir pourquoi ni comment, mais il y a une énergie, comme on le sait, très forte ici, qui fait que les gens sont ressaisis là-dedans et il faut qu'ils se redéfinissent individuellement dans cette collectif, c'est à quoi je peux servir dans cette situation, je suis fait pourquoi ici, ce qui amène beaucoup les gens à changer, à switcher, j'allais dire, pour reprendre le terme de Nathalie. Et là, il faut se redéfinir. C'est pas que on va ramener tout ce qu'on avait fabriqué en France, on va essayer de le retraduire ici. Non, il faut profiter du fait de cette mise à nu pour se développer soi-même dans la collectivité. J'ajoute juste une chose, c'est que le miracle, à mon avis, si je puis me permettre d'utiliser ce mot, c'est que ici, l'appartenance collective n'ampute pas le développement individuel, au contraire. C'est-à-dire que plus vous appartenez au collectif, plus vous arrivez à vous réaliser vous-même. Alors qu'en général, il y a quand même toujours une tension entre les deux. Si on est un collectif, il faut un peu abandonner de soi-même. Là, c'est un peu le contraire qui se passe. Alors justement, vous qui êtes journaliste, documentariste, qui avez passé votre vie à interviewer les autres, est-ce que dans ce projet très personnel quand même, ça vous a donné une autre perspective d'une aléa pour vous, éventuelle? Oui, enfin pour moi effectivement, de toute façon je suis dans ma position un peu d'entre-deux à tout point de vue. Je pense que c'est très difficile. Quand vous êtes dans une position, finalement vous vous demandez peut-être que c'est utile qu'il y ait des gens qui soient dans cet entre-deux, sur le pas de porte, qui voient les deux choses, parce qu'il y a des gens qui sont dedans qui ne voient pas, des gens qui sont dehors qui ne voient pas la même chose. Donc moi, pour l'instant, je suis dans une situation d'entre-deux. Et j'essaie d'apporter ma pierre, même dans cette situation, à la vision générale, à la prise de conscience, cette tentative de décrire ce qui est en train de se passer, que peut-être tout le monde ne voit pas de la même façon, parce que n'est pas situé là où je suis, moi, situé. Peut-être que, voilà. Alors, comment vous avez choisi les personnalités qui font partie du documentaire et pourquoi vous avez voulu interviewer le Rav Eliakim Simkovitch ? Alors, premièrement, j'ai fait ce que j'appellerais moi un carottage, comme on parle quand on fait des forages pour trouver du pétrole. J'ai fait un carottage, donc c'est sûr, je ne prétends pas du tout avoir soit un film exhaustif sur l'ALIA, sur même l'ALIA française, alors sans parler des autres ALIA qui se font. Mais donc j'ai pris des gens que je connaissais, qui me paraissaient intéressants, qui m'ont renvoyé à d'autres gens. Bon, je connaissais beaucoup de monde et finalement j'ai fait ma sélection à partir de mes propres réseaux. Et au total, il y avait une 50aine de personnes. Et puis j'ai petit à petit sélectionné pour garder une 15aine donc, qui interviennent dans le film. Alors le Rav Simkovitch, si vous voulez, c'est lui qui donne un petit peu dans le film l'ossature
théorique, j'allais dire, puisque c'est un élève de Léon Ashkenazi. Et lui, il est là un petit peu pour, malgré tout, donner quelques structures qui permettent à tous ces témoignages de ne pas être complètement une suite de choses à plat, et qui donne la théorie, voilà, la théorie générale. On va regarder tout de suite, justement, la réaction du Rav Simsovic. D'un seul coup, on est projeté d'un visage passéiste dans l'actualité immédiate. D'où aussi la question qui est beaucoup plus critique de ce moment-là, de la régularisation de cette identité. Tant que j'étais en exil, j'étais en exil. Et l'exil, c'est ailleurs que chez soi. Mais lorsque l'exil prend fin et que je ne rentre pas chez moi, qui suis-je ? Alors Nathalie, voilà, on vient de voir ce Rav qui explique, qui parle justement de ce passage de juif à hébreu. Qu'est-ce que c'est que l'identité ? Ça vous parle ou pas ? Énormément. En fait, j'avais, comme l'a dit Antoine, moi-même élaboré des espèces de théories comme ça, très personnelles sur enlever les couches. Alors, on peut appeler ça de mille manières, mais ce masque, en fait, que moi, personnellement, j'avais en France et que je m'étais construite, qui est pas forcément négatif, qui fait partie de l'identité presque sociale de la France. Qui parle de schizophrénie. J'ai tous les symptômes, parce qu'en plus, moi, je continue aussi de travailler avec le Khoul, avec en dehors d'Israël, donc je suis obligée de remettre ce masque et de l'enlever comme ça à tour de rôle. Mais en fait, ça m'a énormément aidée quand j'ai vu le documentaire de voir que c'était un fil rouge entre tous les témoignages et que tout le monde décrivait peu ou prou la même chose. Et moi qui me sentais un peu schizophrène et différente, et j'ai vu qu'en fait, voilà, ça fait vraiment partie du lot, en fait, quand on fait l'ALIA. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que j'ai eu énormément de mal quand j'ai fait mon ALIA à réduire l'ALIA à quelque chose, presque un déménagement logistique. C'est-à-dire que quand les gens me posaient des questions, des gens qui étaient encore en France, qui me disaient, je sais pas moi, quelle société de déménagement il faut choisir, ou quelle banque tu nous conseilles, moi je voulais me pendre. Parce que pour moi, c'était un projet tellement existentiel que moi, j'avais rien optimisé au niveau vraiment concret. J'étais encore dans le high. Dans le high. Et quand les gens me disaient alors l'ALIA, il paraît que, c'est-à-dire que ça faisait trop vite descendre mon projet. Donc, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que la descente vers quelque chose de matériel, elle est aussi très importante. Ça me fait penser au mariage. Quand je me suis mariée, le rabbin m'a dit, tu vas être très très haut, mais ensuite, quand tu vas rentrer à la maison avec ton mari, tu vas devoir rentrer dans des choses très concrètes, de où on habite, qu'est-ce qu'on cuisine, etc., etc. Et il m'a dit que c'était très important d'avoir ce mouvement du haut vers le bas. L'ALIA, c'est un peu la même chose. Le mouvement du haut vers le bas. Malgré le nom, finalement. Oui, malgré le... C'est une ALIA Yérida, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour revenir à la source. Alors justement, est-ce qu'on comprend pourquoi on reste en Israël quand on regarde votre documentaire ? Est-ce que c'est une question qui est creusée ? Moi, je dirais qu'on comprend mal comment on ne vient pas en Israël parfois. C'est-à-dire que ce que dit le Rav Simsovic dans le film notamment, c'est de dire, au bout d'un moment, l'identité juive, elle se transforme pour les gens qui font, encore une fois en replaçant dans le sens historique, pour ceux qui font leur alia, mais quand la majorité du peuple juif se retrouve sur sa terre, est-ce qu'on peut parler encore ? Est-ce qu'il y a encore un statut de juif en exil ? Pour ceux qui ne sont pas là. Est-ce que c'est, enfin, évidemment, individuellement, oui, bien sûr, on peut vivre où on veut, chacun fait ce qu'il veut, mais je parle de collectivité, de communauté. Est-ce que le franco-judaïsme ou tous les judaïsmes qui se sont greffés sur des nations ont encore une solidité quelconque à partir du moment où il existe un État qui maintenant on peut être un peuple, voilà, ou un peuple est retrouvé. Donc religion, simplement, on est un expatrié. On passe du statut d'exilé au statut d'expatrié. Ouais, donc c'est plutôt ça qui me paraît devoir être une question pour les Juifs qui vivent à l'extérieur d'Israël plutôt que pour ceux qui vivent ici, où de toute façon, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui s'en vont, qui retournent parce qu'ils n'arrivent pas justement à faire cette mutation d'identité.
pas forcément parce qu'ils sont contre le pays, mais parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à le faire. Tout simplement, ouais. Et que fondamentalement, j'ai pas vu, moi ici, malgré toutes les difficultés, des gens qui trouvent que le pays ne leur convient pas, qu'ils ont fait une erreur fondamentale parce que c'est un pays qui, voilà. J'ai pas vu ça. Maintenant, évidemment, j'ai pas enquêté. Il y en a sûrement, mais globalement, c'est pas ça le phénomène. Le phénomène, c'est que il y a une force qui entraîne les gens au-delà d'eux-mêmes. Au-delà qu'ils sont plus, comme disait Nathalie, plus grands qu'eux-mêmes. Et c'est ça qui est très fort ici. Et c'est, malgré tout, on est obligé de le constater, très difficile de lui donner une rationalité. Est-ce que vous pensez que ça va changer la donne, le fait qu'il y ait une plus grande concentration, justement, vous l'avez dit, de juifs en Israël, que la majorité des juifs sera en Israël dans quelques années, par rapport au monde, par rapport à l'économie, par rapport... C'est toute la question. Alors ça, pour revenir encore à la théorie sur Léon Ashkenazi, c'est-à-dire que le juif, c'était l'hébreu, un indice de la nation. Maintenant, l'hébreu, qui va redevenir hébreu, c'est le juif, un indice de l'universel. C'est-à-dire que selon lui, le peuple juif va pouvoir s'exprimer en tant que nation, ce qu'il commence à faire. C'est-à-dire que la voix juive va s'entendre dans le concert des nations. C'est un changement de paradigme incroyable. Depuis 2000 ans, les juifs s'expriment dans les communautés ou à titre individuel dans le monde. Maintenant, il y a une parole nationale juive qui commence à se faire entendre, bon, pas toujours reconnue, mais qui commence à se faire entendre. Et je pense que pour l'humanité entière, c'est en tout cas un changement d'interface entre les non-juifs et les juifs très important, entre le monde non-juif et le monde juif. Avant, ça passait par des communautés nationales. Maintenant, ça va passer par une voie nationale. Et évidemment, personne ne peut dire ce que ça peut donner. Enfin, c'est évidemment un grand changement pour moi, je pense. Je pense que ça peut effectivement apporter une sorte de rayonnement universel. C'est-à-dire cette reparticularisation d'Israël, des Juifs en Israël, est la porte d'entrée à un universalisme, une parole universelle, en tout cas de rayonnement sur l'ensemble des nations. Alors évidemment, ce documentaire, on va pouvoir le voir. Vous allez organiser plusieurs projections, notamment une à Tel Aviv qui aura lieu le 20 février 2020 à la Cinémathèque de Tel Aviv. On a l'heure, Nathalie, ou pas ? Voilà, ça sera 20h. 20h. Ok. Est-ce que un film pareil va être suivi d'un débat ? Est-ce qu'il y aura des questions, des réponses ? Il y aura tout à fait un débat. Je le souhaite. Il y aura en tout cas prévu un temps de débat. D'accord. Et donc, je serai évidemment là pour discuter avec le public. Voilà. Formidable. Enfin, c'est surtout à eux qui vont m'apprendre parce que là, je suis en train de montrer des choses à des gens qui vivent la chose. Mais effectivement. Mais parfois, on a besoin de recul. Voilà, pas forcément, comme le disait Nathalie, pas forcément sur ce mode-là un peu horizontal, collectif. Donc un endroit où on pourra parler de tous ces phénomènes, de tous ces hauts, ces ups, ces downs qui nous traversent. Donc Jérusalem ne sera pas en reste. Je crois qu'il y aura aussi une projection. Voilà, au mois de mars, c'est pas encore fixé, mais à la Cinémathèque de Jérusalem. Voilà, la Cinémathèque. Peut-être que vous nous l'annoncerez peut-être. Mais bien sûr, pas de problème, avec plaisir. En tout cas, bravo pour ce travail. Merci Nathalie d'être venue. Merci. Voilà, on vous souhaite encore plein de projets, plein de high comme on dit. Voilà. Merci à vous, Antoine Mercier. Merci beaucoup pour votre invitation. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.